Bon, on est parti dans quelques instants, une petite interview avec Nicolas Lebel, lauréat du prix Paul Artifice 2021 pour son ouvrage Le Gibier. Vous pouvez encore nous rejoindre, il reste que quelques places donc dans cet espace interview. Et ensuite, évidemment, il y aura remise de prix avec Madame Lucignol qui est là dans le public et qui lui remettra son prix. Première question, Nicolas. Est-ce que vous pouvez... Bonjour d'abord, oui bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le sujet de cet ouvrage? De quoi ça parle? Oui, tout à fait. Ça commence sur les chapeaux de roue, si je puis dire, ce polar, puisque on est à Paris. La brigade criminelle est appelée sur une double prise d'otage dans un immeuble parisien au 4e étage. Ils débarquent assez rapidement. On leur dit qu'il y a un forcené qui retient visiblement un autre homme. Ils essaient de communiquer un peu à travers la porte. Rien n'y fait. Le type vocifère. On entend au loin une victime. On n'est pas trop sûr. 2 coups de feu. La police entre, trouve 2 cadavres. Ça commence comme ça. Ce qui était une double prise d'otage devient un meurtre, un suicide. On ne sait pas trop. Le légiste débarque et puis met les points sur les i très clairement. Mais ces hommes sont morts depuis plus de 4 heures. Mais non, on les a entendus crier à travers la porte. C'est pas possible. L'enquête commence. Déjà mal, puisqu'on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé derrière cette porte. Pourtant, rapidement, on met en évidence une suspecte. Et comble de malheur, cette suspecte, eh bien, le commissaire Starsky, le bien nommé, la connaît très très bien, puisque c'est son amour de jeunesse qu'il retrouve des années après. Bien évidemment bouleversé, il va tout faire pour l'innocenter et prouver qu'elle est la victime d'une machination. Donc ça, c'est le début qui raccroche véritablement le lecteur, parce qu'effectivement, une fois qu'on a lu ça, on ne lâche plus le bouquin. Je peux vous le dire, ça a été mon cas en tout cas. On est pris dedans par ce rythme, par cette ambiance. Mais il y a un fond, il y a une histoire qui raconte tout à fait autre chose. On ne va pas spoiler le livre, on ne va pas donner la chute, évidemment. Mais il y a un autre sujet qui est traité. Tout à fait. Tout à fait. Il y a même plusieurs sujets. J'ai toujours un axe historique, moi, dans mes polars. Ici, on est à 30 ans, on est 30 ans après l'abolition de l'apartheid. On se souvient de ce système judiciaire raciste qui a été mis en place en Afrique du Sud. On se souvient de Nelson Mandela. Moi, j'avais manifesté gamin pour sa libération et on demandait des sanctions contre le pays. Bref, c'est tout ça qui revient. 30 ans après, bien évidemment, vous aurez remarqué déjà qu'en juin, il ne s'est rien passé. Moi, je me souviens donc des manifestations, c'était quelque chose d'assez important, ces mouvements populaires contre le pouvoir politique en Afrique du Sud. Et bien 30 ans après, en juin, il ne s'est rien passé. Personne n'en a reparlé. Ça a été passé complètement sous le tapis de l'histoire. Là, cette année, vous voulez dire? Cette année, 30 ans après. Et c'est quelque chose que je déplore. Et souvent, dans mes bouquins, voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'on a passé sous le tapis, et j'aime bien retisser des intrigues policières en mettant en avant ces blocs historiques qu'on a oubliés. Et là, en l'occurrence, c'est bien l'Afrique du Sud. C'est un bonheur de l'interviewer, lui, parce qu'il répond à la question que je n'ai pas encore posée, qui est justement ma deuxième question. C'est génial. Donc effectivement, pourquoi ce sujet-là? Pourquoi ce sujet-là plutôt que de parler de l'Irlande, un sujet qui vous passionne aussi, dont vous avez déjà parlé d'ailleurs. Alors j'ai déjà fait un bouquin sur l'Irlande du Nord. Je vais pas faire que des bouquins sur l'Irlande du Nord, mais c'est effectivement c'est quelque chose qui me travaille en fait. À cause, pardon, de cet anniversaire, de cette. Oui, c'est l'occasion. J'ai travaillé aussi sur la révolution roumaine il y a quelques années dans le dernier Merlicht, sur l'Irlande du Nord. Ça permet de repasser, de revisiter ces histoires, parfois en animant les anciens bourreaux, les anciennes victimes, remettre par le biais de la fiction des pans de notre histoire souvent négligés. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est ces pans qu'on a passés sous silence à un moment. Devoir de mémoire, peut-être aussi. Souvent au nom du pardon. Je pense au Rwanda notamment,
On a du jour au lendemain déclaré la commission réconciliation, ce qui s'est passé en Afrique du Sud aussi, ce qui s'est passé aussi en Irlande du Nord. On a comme ça à un moment une nécessité, une obligation au pardon, à se dire que bon, on était ennemis hier, mais aujourd'hui, si on veut aller ensemble de l'avant, il va falloir faire la paix. La paix est malheureusement plus ou moins imposée, bricolée, et il apparaît que eh bien, ceux qui ont souffert du conflit ne sont pas toujours d'accord. Et souvent, ils vont le faire savoir. Et dans mes bouquins, ils le font savoir de manière assez sanglante. C'est une super approche, un super bouquin, on ne l'a pas dit assez, je le répète encore une fois. Comment, 30 ans après, on va rechercher quelque chose de nouveau là-dessus? Où est-ce qu'on va trouver ces informations? Et on en avait parlé une fois justement en marge de Pôle Artifice, où vous m'aviez dit, j'ai fait des découvertes incroyables que je ne cherchais pas à la limite. Comment vous avez procédé? Alors, il y a toujours un gros pan de documentation. Alors, j'ai la chance d'avoir une femme qui est historienne et maître de conférence à la Sorbonne. Donc, elle-même, historienne, peut souvent me guider et m'amener vers les bonnes archives. Mieux encore, elle a le coup de fil à un ami qui va bien, qu'elle connaît, qui est spécialiste de la question, qui m'intéresse. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors, il y a beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, effectivement. Idéalement, rencontrer le spécialiste me permet d'aller à l'essentiel, tant en termes de savoir qu'en termes de documentation. On m'envoie vers les bons livres, voilà, donc je ne m'égare pas. Et souvent, ce sont, bien sûr, ce qu'on sait en surface. Je le disais en commençant, l'Afrique du Sud, les gens, ça leur évoque quelque chose. Nelson Mandela, bien sûr, l'apartheid, bien sûr, mais derrière tout ça, il y a une vraie histoire, il y a tout un peuple. Et bien, c'est ça que je vais gratter. Et là, c'est un puits de découverte. Il y a vraiment énormément de choses. Alors il faut faire le tri, hein, on ne peut pas tout mettre dans un bouquin, d'autant que c'est un polar, hein, il ne s'agit pas de faire un essai historique, mais je trouve là ce que j'appelle le ciment de la fiction. La matière. Je vais vous raconter une histoire qui n'existe pas avec des personnages de papier, qui n'existent pas, et pourtant cette histoire est tout à fait vraie. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Oui, c'est ça. C'est la question que je vous avais posée quand on s'était vu à Pôle Artifice. J'ai lu ce bouquin, je me suis posé pendant toute la durée de la lecture, c'est vrai ce qu'il raconte ou c'est juste une légende? Tout est vrai. Et là, vous m'avez dit, tout est vrai. Tout est vrai. Voilà, tout est vrai. Le projet COAST, les recherches génétiques, bactériologiques qui étaient faites à l'époque. On avait une minorité blanche qui était au pouvoir, au milieu d'un continent africain noir. Ils se disaient, mince, il va falloir qu'on trouve un moyen quand même pour pas se faire bouffer par cette population qui, de toute manière, va essayer de nous mettre dehors. Et en fait, les expériences les plus odieuses et les plus abominables ont été mises en place par ce gouvernement, que ce soit donc, je vous invite à regarder, hein, le projet COAST, c'est assez connu, et c'était des projets pour notamment empoisonner l'eau des quartiers noirs. Ils essayaient de créer une bactérie qui ne s'attaquait qu'aux noirs, donc quand même... C'est ahurissant. Enfin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah, mais complètement. Et ça a duré des années et des années. Il y a eu vraiment des expériences scientifiques qui ont été menées par des Mangélé locaux et personnages qui, au lendemain de l'abolition de l'apartheid, ont repris leur train-train, leur activité. Je pense notamment à Basson, je crois, son nom m'échappe, qu'on surnommait le docteur Lamort, qui était cardiologue au départ, hein, voilà, et qui a fait des expériences abominables tout au long sur les 10 dernières années de l'apartheid. Au lendemain de l'abolition de l'apartheid, il a repris son cabinet à Pretoria, où il a continué à être cardiologue. Oui, on sait très bien qu'après sans être inquiété le moins du monde. C'est ça, oui. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu pas mal effectivement de personnalités, de militaires du Troisième Reich qui se sont recyclés et qui ont vendu leur service. Complètement. C'est la même chose en fait. Complètement. Ouais. J'aime bien aller les chercher. Combien de temps vous avez mis pour aller enquêter finalement sur ces choses-là? Un an et demi avec une documentation avant qui vient... Avant l'écriture ou pendant Non, c'est pendant. C'est avant et pendant. C'est-à-dire que l'écriture soulève aussi des questions. Il y a des moments où je me dis, mais en fait, comment
comment ça s'est mis en place effectivement. Donc je dois aller vérifier pour m'assurer que, encore une fois, le ciment tient bien. Et on trouve assez de documents, où il y a des documents qui sont sortis entre-temps, comme... Ouais. Oui, il y a des documents qui apparaissent, il y a des documents qui disparaissent, on en avait parlé. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des documents il y avait notamment un document que j'avais trouvé, que je trouvais incroyable, et quand je suis retourné pour le trouver, je ne l'ai plus retrouvé. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Bon, vous avez une explication là-dessus? Quelqu'un sait que vous êtes allé consulter? Non, je ne vais pas invoquer le complot, je vais invoquer ma distraction. Je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé. D'accord, ok. On va dire ça. Ouais. En tout cas, ça répond à de sacrées questions. Vous voyez que ce n'est pas simplement un roman policier, ce n'est pas simplement un thriller, c'est aussi vraiment un travail de recherche, un travail de mémoire. Et puis, franchement, on découvre des choses. Moi, je suis tombé des nues, quoi. Je n'avais jamais entendu parler de ces événements. Donc, c'est vraiment, il faut le lire pour tous ces éléments-là. Ça, c'est le prof puisque je suis enseignant par ailleurs, c'est le prof un jour, prof toujours. Hein, on a envie d'amener un petit peu, de savoir, de partager, de connaissances. Oui, d'accord. L'autre question, c'est, alors on passe vraiment du coq à l'âne cette fois. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Dans quelle case vous savez que les libraires adorent... Dans quel genre? Dans quel genre, dans quelle case? Ouais. Les libraires adorent mettre, et puis ils n'ont pas tellement le choix, des bouquins dans des cases. Qu'est-ce que c'est votre style? Aujourd'hui, tout est étiqueté thriller parce que c'est ce qui se vend. Moi, j'adore jouer sur les codes du genre. D'ailleurs, ça commence effectivement comme un roman policier, puisque la caméra est embarquée tout de suite en voiture avec 2 enquêteurs. Ça part très vite. Qu'on va suivre, voilà, jusqu'au moment où on va rencontrer la victime et on va se mettre à suivre la victime. Le roman de l'enquêteur, c'est le roman policier. Le roman de la victime, c'est le thriller. Donc on bascule en termes de genre, et bien évidemment, tout ça sur fond d'Afrique du Sud. J'emprunte aussi les codes du roman noir, et puis je passe de l'un à l'autre avec jubilation. Pour moi, c'est un roman noir. Un certain J.B. Puy nous avait dit à une époque que quand on voudra étudier notre société, on lira les romans noirs qui ont été écrits à cette époque-là sur notre société, et on aura une belle idée de ce qui se passait en fait. C'est un petit peu ce que fait Nicolas, mais en plus, parce qu'effectivement, c'est à la fois du thriller, c'est du roman noir, c'est du roman policier. Et alors, il y a un paramètre qui est tout à fait impressionnant chez vous, c'est cette capacité à coller de l'humour. C'est en plus super drôle par moment, alors que le sujet, on l'a bien vu, le fond n'est pas drôle du tout. Complètement. Quel rôle ça joue? C'est plus fort que vous? Vous êtes obligé de faire dire des bêtises? J'ai une nature assez guillerette, on va dire. Donc, ah bon? Donc on se refait pas. Donc j'ai effectivement des moments où j'ai envie de rire de mes personnages. Ça sert de décompression peut-être? Oui, complètement. En fait, je pense que on a... dans l'écriture, une nécessité de jouer avec ce que j'appelle le compteur émotionnel du lecteur. Un bon bouquin, c'est un bouquin qui nous a fait vibrer, qui nous a fait peur, qui nous a fait rire. C'est un bouquin qui nous a attristés. Si on arrive à mettre tout ça dans un bouquin, je crois qu'on a quand même réussi à un beau boulot. Non, donc l'humour en fait partie, oui. Belle synthèse, effectivement, parce qu'il y a tout ça dans ce bouquin-là, et même dans les autres aussi, d'ailleurs. Oui, j'essaie. Vous êtes dans des scènes absolument abominables, et puis à un moment donné, vous éclatez de rire, parce qu'il vous sort un truc, une phrase tellement décalée, tellement drôle, que ça permet de décompresser, effectivement. Tout à fait. Il y avait une question qui avait été posée par je ne sais plus qui lors du Pôle Artifice, et que j'avais trouvé super. 3 mots pour définir votre écriture. J'avais répondu à cette question. C'est le moment de le faire. 3 mots qui collent bien à ce ou est-ce que vous avez envie de transmettre en fait pourquoi vous écrivez? 3 mots. Je crois que je vais passer sur ces 3 mots. Ce serait difficile. Pourquoi j'écris? Je m'explique des choses quand j'écris. Je me les explique aussi à moi-même. L'envie de transmettre aussi. Encore une fois, il y a le prof qui traîne encore là. Transmettre. Et puis, je vais quand même parler du plaisir. C'est un vrai plaisir de se retrouver. C'est un vrai plaisir de s'exfiltrer du monde déjà. L'écriture permet ça. Elle permet de partir loin. L'évasion, la découverte. Oui, de partir loin. Et puis, voilà, je parle avec des gens qui n'existent pas. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose dont on peut se vanter, mais c'est quand même très, très jubilatoire, l'écriture. Alors voilà, je crois que dans toutes ces phrases, il y a bien 3 mots qu'on pourrait retirer. Oui, non, c'est bien, il y en a pas mal déjà. Alors, effectivement, c'est un roman qui a, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, qui a effectivement accroché les lecteurs, qui fait un tabac, on peut le dire, il marche super bien, à tel point
que vous m'en parliez tout à l'heure avant le début de cette interview. Il y avait un autre roman que vous avez pratiquement terminé, qui devait sortir, et vous l'avez finalement mis de côté pour faire une suite à ce roman. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, ça finit un peu comme un roman noir d'ailleurs, où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer après. Et les lecteurs vous posent la question, mais qu'est-ce qui va se passer? Complètement. C'est le principe de la fin ouverte en fait. Hein. On suit ces personnages jusqu'au bout, et puis à la fin, une fois que l'enquête est résolue, que deviennent ces personnages? Eh bien, il y a effectivement une fin ouverte. On peut se demander ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire, mais c'est le principe de la fin ouverte. Charge au lecteur de compléter le récit. Et en fait, depuis la sortie, j'ai toujours la même question. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font après? C'est quoi la suite? Voilà, mais la suite. Du coup, vous le saviez, déjà, ou vous avez inventé une suite qui va bien? C'était pas prévu. Et puis à un moment, avec plaisir, hein, donc je me suis collé, et là c'est pratiquement terminé. Ce deuxième opus, le gibier aura une suite. Et il sort quand alors Mars. Wow, bien. Mars. Ouais, donc l'actu, c'est Gibier numéro 2. C'est le titre sera a priori La Capture. Waouh. Là, on a quelques scoops aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être faire intervenir des gens du public, des gens qui l'ont lu, peut-être? Oui. Avec grand plaisir. Alors, pour dire un petit mot sur Polartifice, c'est la 3e fois que je viens au Touquet. Donc, j'y ai fait du cheval. J'ai été initié au Longe-Côte. Et pour cette 3e fois, on me remet un prix. Donc, j'ai hâte d'être à la 4e, oui. Un prix tous les ans, et tous les ans, si possible. Je serai là tous les ans. Voilà. Préparez-moi une chambre, j'arrive. Faites-moi plaisir, Nicolas Lebel. Bon, voilà, on en a fini. Évidemment, on pourrait parler pendant 1 heure, mais je crois que le plus important restera à venir, c'est la remise du prix, justement. Bon, on peut l'applaudir, déjà. Merci. Merci à tous. Merci. Je vais vous remettre ce trophée. Génial. Je ne l'ai pas cassé, donc maintenant il a une date. Et puis je dois vous dire que j'étais pas tellement roman policier, et c'est vrai que Polartifice, vous-même et les autres auteurs... Peut-être vous confier le... Oui. Et grâce à Isabelle, parce que c'est Isabelle... Ouais, Isabelle, elle fait un travail remarquable, aidée par la Maison de la Presse, puisque c'est une collaboration, et la ville est très très heureuse de participer à ça. Donc bravo à vous, vous m'avez fait aimer les romans policiers. Donc je vous remets ce trophée. Merci beaucoup. Voilà.